Après 2 volumes explosifs sur les mensonges de la crise sanitaire par nos gouvernants, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin revient avec le 3e volume encore plus explosif sur la nocivité en ce monde de l'empire du bien qu'est l'Amérique. Ainsi, en 248 ans, les USA ont déclenché 200 guerres. Pourquoi les États-Unis sont un danger pour le monde? Comment l'État profond américain prépare une prochaine révolution orange en Russie? Comment les Américains, pour leurs propres intérêts, ont placé Zelensky à la tête de l'Ukraine? Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, auteur du dernier « Ne leur pardonnez pas » volume 3, répondra à toutes ces questions. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés et pour parler aussi de cette actualité de géopolitique comme Apolline de Malherbe ne le ferait pas. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Jacquemin-Raffestin. Vous le connaissez tous, vous l'aimez tous. D'ailleurs, il m'envoie des briques. À chaque fois, il m'envoie des briques, je comprends pas. Il me les envoie chez moi. Voilà, regardez là, c'est le volume 1, le volume 2, le volume 3, c'est plus lourd que des poids et haltères, mais on les a et on les lit parce qu'il y a énormément d'informations comme vous verrez nulle part ailleurs. Alors on va commencer l'entretien avec Jean-Michel, mais avant ça, n'oubliez pas de rejoindre la communauté Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous serez avec vos auteurs préférés, Claude Janvier, Gérard Chevrier, Laurent Ozon et tellement d'autres. 7 jours d'essai gratuits et un cadeau, l'industrie minière. Voilà, le cadeau de ce mois-ci, l'industrie minière. Donc allez-y, rejoignez le club Géopolitique Profonde. Salut cher Jean-Michel. Bonsoir Marie. Je suis très content de t'avoir. D'habitude, on est en visio parce que tu es tellement loin. Tu as quitté Paris. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, Paris est tellement agréable à vivre actuellement. Oui, certainement. Avec Madame Hidalgo. Je suis bien mieux à 9000 km. Tu as bien raison. Dis-moi, pourquoi ce 3e volume? Il n'était pas prévu. Mon éditeur m'avait demandé s'il y aurait un numéro 3. Et je lui avais dit non, pas du tout, parce que je veux écrire sur cette guerre que les Américains font à la Russie sur le dos des Ukrainiens et des Européens. Et puis au fur et à mesure où je suis rentré dans les documents que je collectionnais depuis quelques années, je me suis aperçu que finalement ce serait un tome 3, puisque c'était les mêmes, tu m'excuseras l'expression, qui foutent le bordel dans le monde. Voilà. Donc on retrouvait la DARPAC, le DOD, que l'on retrouve dans le tome 2 d'ailleurs. Voilà, donc c'est devenu un tome 3. 200 guerres en 248 ans. C'est quand même pas rien. Oui. 201. 201. Pourquoi autant de guerres? En 248 ans, ils ont été 224 ans en guerre. Pourquoi toutes ces guerres? Alors, déjà, j'aime bien planter le décor. Les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde. La Russie en a 15, une en Syrie et les 14 autres dans les anciennes républiques soviétiques. Et la Chine en a 5, il y en a qui sont en construction d'ailleurs, dans une à Djibouti. D'un côté, il y a 850 et de l'autre côté, il y a 15 et 5, tu vois. Ça, c'est pour que les gens comprennent bien qui est l'agresseur dans le monde. Et puis, je voudrais expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivaient pas la politique, qui ne suivaient pas ce qui se passait depuis 2014. Et puis, quand Poutine est rentré en Ukraine, alors là, c'est devenu le méchant.
Donc je voudrais expliquer simplement, imaginez que les Russes font un coup d'État à Mexico. Ils font un Maïdano. Ils mettent en place un président mexicain qui est à leurs bottes. Ils prennent une Russe, qu'ils nationalisent mexicaine, et ils la mettent aux finances. Et puis 6 mois après, ils recommencent avec une Russe qui nationalise mexicaine et qui met ministre de la Santé. Ils construisent 15 bases militaires à la frontière américano-USA, mexicaine. Est-ce que vous pensez que les Américains accepteraient ? Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, même si à l'époque on ne nous en parlait pas, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est ce que les Américains ont fait en Ukraine. Voilà. Et la plupart des gens ne le savent pas, ne savent pas du tout ce qui s'est passé depuis 2014. Ils ne savent pas qu'il y a eu 15 000 morts, que le gouvernement ukrainien, largement entaché de nazis. Je rappelle qu'à l'époque, on a un journal français, L'Humanité, qui avait titré « Les Américains aux finances, les nazis à la défense ». Et on peut toujours retrouver cet article aujourd'hui, il est toujours sur Internet. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais celui-ci, il est toujours sur Internet. Donc c'est important parce que déjà, avant la guerre, beaucoup de gens n'auraient même pas su placer l'Ukraine sur la carte et encore moins les couleurs du drapeau, même si 8 jours après, ils se les mettaient sur le front ou sur leur profil Facebook. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment informer. Et je veux dire que le livre se vend, je reçois, comme j'ai mis mon adresse de courriel, les gens me contactent et il y en a beaucoup qui m'expliquent qu'ils débarquent, ils ne savaient absolument rien. Ils pensaient que c'était Poutine, le méchant dictateur, et ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça. Mais cette information... Même si leur Saint-Père avait dit que c'était pas Poutine le loup et c'était pas les Ukrainiens le petit chaperon rouge. Cette information, elle a quand même un coût. Et un coût humain et physique, ne serait-ce que pour toi déjà. Parce que tu ne le dis pas parce que tu es quelqu'un de modeste et que tu cries pas ça sur tous les toits, mais toi-même, tu as été victime, allez, on peut le dire, d'attentats. Oui, mais c'était parce que je révélais la vérité sur les conséquences du nuage de Tchernobyl en France, les conséquences écologiques et surtout sanitaires avec les cancers, parce qu'à l'époque, on parlait un peu des cancers de la thyroïde, mais pas des autres cancers, cancer du foie ou cancer du pancréas, surtout en Corse, puisque c'est le département français qui a été le plus touché. Donc effectivement, quand tu t'attaques au gouvernement... Et je rappelle qu'à l'époque, Tchernobyl, c'est arrivé, c'était un mois après la première cohabitation entre Mitterrand et Chirac. Et donc, quand tu t'attaques au gouvernement quelques années plus tard, et puis au lobby nucléaire, bien sûr, tu déranges. Et on me l'a fait comprendre plusieurs fois, parce que quand je faisais des conférences, et j'avais toujours 2 inspecteurs DRG dans la salle, donc un jour, ils sont venus me voir en me disant que le premier avertissement, c'est un accident de voiture, le second, c'était un incendie. Et j'avais eu ces 2 avertissements, et que je dérangeais en haut lieu. Et j'ai eu le 3e, parce que pour le livre « J'accuse », Paris Match a fait un article avec 3 anciens ministres rattrapés par un nuage. Donc, bien sûr, Michel Barzac à la santé et Carignon à l'environnement n'ont pas bougé. Mais Charles Pasqua, lui, il a attaqué Paris Match, qui me demandait de venir témoigner. Donc, j'ai fait une conférence de 45 minutes à la 17e chambre à Paris. Et Pasqua a perdu. Et un mois après, j'ai reçu 8 coups de couteau. 8 coups de couteau. 8 coups de couteau. Et mon ami qui a voulu me défendre, il a eu un lobe de poumon en moins, parce qu'il a été poignardé en plein dans les poumons aussi. C'est fou quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un journaliste intègre et qu'on enquête, on peut être victime de 8 coups de couteau. C'est pour ça d'ailleurs que les journalistes français n'enquêtent plus. Voilà, mais tu me connais, donc j'en suis pas resté là, j'en ai fait un 4e, caché ce nuage que je ne saurais voir, préfacé par un grand cancérologue, Dominique Bellepomme, qui était spécialisé dans les cancers de l'environnement, les pesticides, les engrais. C'est lui qui a... fait des problèmes en Martinique avec le chlordécone, et donc il a préfacé ce livre, et donc après j'ai quitté la France, effectivement. Donc je vais d'abord présenter nos 3 amis qui sont là. On va continuer après notre discussion, toi et moi. Alors, je vais vous présenter vraiment brièvement Sylvain Baron, l'indomptable, gilet jaune, insoumis. Comment ça va, cher Sylvain ? Pas du parti insoumis. Hein. Non, mais insoumis quand même. Oui, insoumis à l'oligarchie. Ouais, il veut la révolte en France. Un révolutionnaire, tu es un marat. Tu es le marat des gilets jaunes. Ouais, en plus gentil en plus beau quand même. gosse. Je préfère les envoyer aux îles Kerguelen plutôt que les faire tuer. Mais oui, non, il faut une révolution dans ce pays.
Tu auras des choses à dire, je le sais. Pascal Mas, notre tatar. On amène des tatars ici, voilà, c'est la diversité. Donc Pascal Mas. Alors, je suis pas du tout tatar. Ah bon, t'es pas tatar? Non, pas du tout. Bah, je sais pas, t'es quoi alors? Français. Ah bon, mais d'où vient ce truc de tatar là? Ah, bah ça, c'est une longue histoire qui demanderait 3 émissions. Ah d'accord. Quoi qu'il en soit. Donc du coup, il n'y a pas de diversité ici alors. Si, Voilà. si. Ah bon, quand même. Évidemment, tu sais, moi je suis à moitié, je suis à la moitié du cerveau qui fonctionne russe et l'autre en Ah d'accord, bah, très bien. C'est pour ça d'ailleurs, Bah, c'est ce qu'on d'accord. dit souvent, c'est ce que moi la meilleure médaille que j'ai reçue de Russie, c'était quand une de mes amies qui était en train d'essayer de m'expliquer quelque chose, puis elle me dit « Oh mais de toute façon, c'est pas la peine, toi tu sais comment on fonctionne, donc c'est pas la peine que j'essaye de t'expliquer, tu comprends tout. » Alors bon, je comprends pas forcément tout, mais je voudrais quand même déjà rebondir sur ce qui vient d'être dit. Vladimir Poutine n'est pas devenu le méchant affreux en 2022, c'était dès le début qu'il a été considéré dès 96 qu'il a été considéré comme un immense personnage, agent du KGB, alors qu'on sait très bien qu'il n'avait pas de fonction essentielle au KGB. En plus, il était en Allemagne de l'Est, ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec James Bond. Hein. Merci à toi, cher Pascal. Et enfin, Antoine Guénaud, voilà, c'est l'intouchable, le beau gosse, il met des costumes, des belles chemises. Et voilà, il est là. Ben voilà, c'est le souverainisme. Le souverainisme, c'est le souverainisme propre. Voilà. Souverainisme. Comment ça va, cher Antoine? Bah, écoute, pas mal, et toi? Bon, je sais que tu as plein de choses à dire. Oh, bon. Tu vas rebondir sur plein de choses. Et je te remercie Oui, d'être là, en tout cas. Ça me fait très plaisir. Merci encore une fois de ton invitation. Alors, cher Jean-Michel, ce livre, vraiment, il était passionnant, je l'ai dévoré. Parle-nous, tiens, petite histoire, pour que les gens le sachent. Makagonov, porte-parole de l'ambassade de Russie. Oui. Tu as une petite histoire avec lui, raconte-nous, tiens. Et concernant ce livre. Eh bien, c'est un homme que j'apprécie beaucoup parce qu'il est capable de garder un calme devant les hyènes qui l'interrogent, qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, j'avais réussi à le contacter. Il a lu le manuscrit. Je lui avais demandé s'il voulait bien écrire la préface. Et il était partant pour écrire la préface parce qu'il m'a dit que j'avais écrit comme un Russe. Voilà, ce que j'ai pris comme un compliment. Mais j'ai seulement écrit la vérité avec des documents qui existent depuis 30 ans. Donc, j'ai seulement fait sortir la vérité. Et puis, fin juin, il m'a téléphoné en me disant que il pourrait peut-être pas faire la préface parce qu'il avait des problèmes suite à une interview sur BFM en juin. Voilà, il avait des problèmes avec le Quai d'Orsay et qu'il risquait d'être extradé. Voilà, on risquait de lui supprimer son autorisation. Voilà, et puis... C'est fou comme ce pays, c'est-à-dire qu'on a des OQTF qui pullulent dans les prisons et qu'on n'expulse pas, et M. Makaganov, c'est un diplomate, et qui vivait en France et qui vit en des années, France, a été lui expulsé de France. Enfin, c'est le monde à l'envers. Hein. Un homme qui connaissait très bien l'histoire de France, certainement mieux que certains présentateurs de télévision ou certains hommes politiques français. Et puis vraiment, il répondait avec un calme et une vérité à chaque fois. Voilà, il dérangeait beaucoup. Donc, ils l'ont expulsé très rapidement. Parce que moi, quand je l'ai appris, je l'ai appelé et il était déjà à Moscou. Ouais, ça démontre ce qu'est devenu ce pays. Ils savent très bien ce qu'ils font. Volume 3. Parce qu'en fait, il y a deux théories qui s'affrontent. C'est l'incompétence et le plan. Toi, tu n'es pas dans la théorie de l'incompétence. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils savent, c'est programmé. C'est un plan derrière. Ils le savent. D'ailleurs, j'ai mis les documents. Tout ça, c'est prévu depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Mais même avant, en 1957, ils avaient déjà demandé, enfin le président de l'époque avait déjà demandé au FBI un rapport pour savoir comment détacher l'Ukraine de l'Union soviétique. Donc ça les titille depuis très très longtemps. Et puis quand l'Union soviétique a explosé, alors là c'était l'apothéose. Et même si en 92, 93, il y a eu des bons accords avec la Russie, à laquelle ils ont fait croire qu'ils n'avanceraient pas, que l'OTAN n'avancerait pas.
même si tu as des journalistes de BFN qui ont repris un homme politique français pour lui dire « mais il n'y a aucun document, c'était des paroles », c'est faux, je suis désolé. Bon, c'est une blonde, alors on va lui pardonner. Mais je suis désolé, il y a des documents, on les trouve aujourd'hui, ils ont été déclassifiés, ils sont sur Internet. Un journaliste qui fait correctement son travail les trouve. Moi, j'ai mis les liens en bas de page pour que les gens puissent les télécharger s'ils le font. Alors, on a un pays qui est belliqueux, c'est les États-Unis, mais pourquoi a-t-il fait de la Russie une cible ? Alors, tout d'abord, ils ont peur de l'entente des Allemands et des Russes. Ça leur fait très peur. La force des Russes et la force économique de l'Allemagne, ça, ils pouvaient pas supporter. Donc, il fallait vraiment qu'ils détruisent ça, qu'ils arrivent à couper la Russie de l'Europe. C'est vraiment leur but. Et puis bon, ils voulaient avancer, bien sûr, parce qu'actuellement, on n'arrête pas d'entendre est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN ? C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir depuis combien d'années l'OTAN est rentrée en Ukraine. Ça fait 20 ans qu'il y a des militaires américains, des militaires britanniques surtout, en Ukraine. Donc, ils ont tout préparé bien avant Zelensky. Et Zelensky, on va en parler. C'est quoi Zelensky, justement ? Qu'est-ce qu'est Zelensky ? C'est juste une création de l'État profond américain ? C'est une création hollywoodienne. Zelensky, qui est un comique, a tourné un film qui est paru en 2012, dans lequel il est Napoléon, il est le personnage de Napoléon, et il attaque la Russie. Voilà. Et ce film a été vu par très peu de gens en Ukraine, parce qu'il a été très vite retiré, et les Américains se sont dit, c'est celui-là qu'il nous faut. Voilà. Partant de là, les studios d'Hollywood ont fait une série... Alors, j'ai dit en 2012, donc 2 ans avant le Maïdan. Donc, tout ça, ça a été préparé depuis très, très longtemps. Et donc, ils ont fait une série où un professeur d'histoire devenait président de la République. Voilà. Il y a eu 3 saisons. Et la dernière saison, le dernier épisode où le prof est élu président, a eu lieu 4 jours avant l'élection de 2019 de Zelensky. Voilà. Donc il a été élu. C'est fou. Bâton de maréchal. C'est-à-dire que la réalité va au-delà de la fiction. C'est la meilleure campagne électorale qu'il y ait jamais eu au monde. Mais ce qui est dingue, c'est que cette histoire qui est totalement vraie, qui est factuelle, si demain je vais avec cette histoire-là à Hollywood ou, je sais pas moi, au CNC pour leur dire, écoutez, je vais faire un film là-dessus, il y a un mec qui se présente, enfin il joue le rôle d'un futur candidat au présidentiel, en fin de compte il devient président de la République, les gens vont me dire, écoutez, monsieur Borowski, vous avez de l'imagination. Mais c'est une réalité. Je crois qu'en France, on a aussi quelqu'un qui a été élu président avec 270 couvertures de journaux, mais sinon, c'est vrai. 3 ans avant, personne ne le connaissait. Il avait fait un petit passage au ministère des Finances, mais sinon, il n'avait jamais été élu maire, député, conseiller régional, rien du tout, puis il s'est quand même retrouvé président. Et ce Zelensky, donc, qui est une marionnette américaine, quel type de président, comment on pourrait le définir aujourd'hui ? Alors, je le casse assez dans le film pour le défendre un petit peu. Je pense qu'au début où il a été élu, il pensait que vraiment il allait pouvoir faire évoluer. D'abord, il a été élu pour la paix et résoudre les problèmes avec les régions russophones. Et donc, à partir du moment où il a dit qu'il allait donner une certaine liberté à ces régions-là, il a les nazis qui l'ont repris en main. Et ça n'a pas été long, dès septembre 2019, il a été repris en main. Et puis après, je pense que la moutarde lui est montée au nez, enfin peut-être pas la moutarde, mais la farine. Et donc il a complètement perdu tête. La poudre de perlimpinpin. Voilà, et donc il était aux ordres des nazis de la Rada. La Rada, c'est l'Assemblée nationale ukrainienne, et des Américains surtout. Voilà, donc il était aux ordres. Et puis, il n'est pas qu'aux ordres, il est aussi dans un trafic. Raconte-nous, tiens, pour le coup. Il est dans plein de trafics, parce que une personne, même s'il était comique et qu'il avait des parts dans des sociétés de films, il a aujourd'hui une fortune qui n'est pas normale, même si personne ne se penche dessus. En France, tu as les Américains qui se sont penchés dessus sur la fortune qu'il a aux États-Unis, sur les biens qu'il a aux États-Unis. Là récemment, en février, il a racheté le manoir de Charles III, Highgrove.
En juin, il a racheté les vignes de Sting, du chanteur Sting, 75 millions. Le manoir, 23 millions. Les Américains ont fait le détail de toutes ces voitures, des Bentley, des Mercedes, des trucs et tout, de la villa de 5 millions à Miami. Il a également acheté une villa au nom de sa belle-mère en Égypte. Le journaliste Mohamed Salim, qui a fait l'enquête avec tous les documents, a reçu des menaces. Sa famille a reçu des menaces et il a été retrouvé massacré, tué. Et même si ça dérange Monsieur Pujadas qui dit que c'était des fakes, son enquête, les policiers égyptiens, eux, ils sont bien après des Ukrainiens. Ils font bien des recherches sur des Ukrainiens. C'est bien des Ukrainiens qui ont tué ce journaliste Il faut aussi égyptien. trafic d'enfants. Il y a aussi des trafics d'enfants. Le FBI le sait. Et donc ça, c'est la fondation d'Olona Zelenska. Et il y a un des chauffeurs, quand il a compris ce qu'il faisait, qui a fait un témoignage vidéo que l'on trouve sur Internet, que j'ai mis la note de bas de page, les gens peuvent trouver. Voilà, tout Pour est savoir sourcé, que tout est sourcé dans ce livre. Tout Voilà, est c'est sourcé. pas des paroles en l'air. Hein. C'est pas des Voilà. paroles en l'air. Ah non, pas du tout, tout est sourcé. Mais Je source toujours parce que comme ça, on ne peut pas dire que je suis complotiste. Il y a les preuves. bon, quoique les Reichstadt et compagnie diront quoi qu'il arrive, parce que Ah oui, mais j'y ai eu droit de pour dire. le Thomas à Reichstadt, mais c'est un honneur. Ah. Se retrouver à côté d'Alexandra, de Raoult. J'ai eu ma de fiche Ferrand. dernièrement, hein, donc c'est de moi aussi. Hein. Oui, là c'est le tableau d'honneur. Mais du coup, où se trouve exactement Zelensky? Est-ce que Zelensky est vraiment en Ukraine? Ça, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas. Sincèrement, c'est une question à laquelle je ne peux pas te répondre. On ne peut pas savoir. Non. Moi, je pense qu'il n'est pas en Ukraine. Je le pense, mais comme je ne parle que de ce que je connais et Ouais, que là on je n'a ne pas la connais preuve pas, encore. je préfère dire je ne sais pas, je réponds pas. Alors, il y a quand même deux autres sujets quand même excessivement intéressants dans ce livre. C'est Nord Stream. Nord Stream, voilà, on nous a expliqué que c'était les Russes qui... on ne sait Oui, comment. dès le lendemain, c'était Poutine qui avait fait sauter. On a eu un militaire de plateau qui est venu nous dire que c'était Poutine, que pour lui c'était sûr, c'était Poutine. Oui, seulement je vois pas pourquoi Poutine aurait bousillé plusieurs milliards. Il avait qu'à fermer les robinets. Voilà, donc, mais on sait très bien que les Américains voulaient faire sauter le gazoduc. Déjà en 2014, Condoleezza Rice avait dit que si on voulait détruire la Russie, qui dépendait à 80% de son pétrole et de son gaz, il faudrait faire sauter ce gazoduc. Je rappelle, ce n'est pas le premier gazoduc que les Américains font sauter. Dans les années 80, Reagan a fait sauter un gazoduc après avoir reçu les informations par Mitterrand. Hein. Donc, ils ont l'habitude. Et puis, Biden, en janvier 2022, à côté de Scholz, à Washington, avait bien dit que si les Russes franchissaient la frontière, le gazoduc serait détruit. Et la fameuse Victoria Nuland ne s'est pas gênée non plus pour le dire à plusieurs reprises. Donc, c'était bon, il n'y a que Libération qui ne sait pas que c'est les Américains qui... Et puis aussi la porte-parole de l'ancien gouvernement qui ne savait pas qui avait fait sauter Nord Stream, mais sinon... Oui, on a reçu d'ailleurs justement hier Frédéric Egouy qui a brocardé Madame Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement. Et depuis, en tout cas sur l'ancien gouvernement, il a été boycotté, enfin blacklisté plutôt, par l'Élysée, donc il ne pouvait plus faire son métier d'aller interviewer des ministres après Conseil des ministres. Mais bon, là, avec le nouveau gouvernement, visiblement, ça va mieux, mais je pense que ça ne va pas durer. Hein. Cher Frédéric, je pense que ça ne va pas durer. Tu vas faire un, et puis le deuxième, pareil. Hein. Et dis-moi, cette affaire Navalny, parce que là aussi, on nous a dit, voilà, Navalny qui devait être le grand opposant, celui qui devait faire tomber M. Poutine, assassiné par M. Poutine, évidemment. Qu'en est-il Alors exactement ? ça, ils l'ont tous dit, hein, dès le lendemain. Dès le lendemain, justement, Libération savait que c'était Poutine qui l'avait fait assassiner. Hein. 16 mois après Nord Stream, ils ne savaient pas, mais dès le lendemain, ils savaient que c'était Poutine qui avait fait assassiner Navalny. Il faut savoir que Navalny, en dehors du fait que c'était un agent américain qui a loupé son coup, il faisait 2%. Le plus gros pourcentage qu'a fait Navalny, c'était 20% quand il s'est présenté à la mairie de Moscou.
Et il a dû avoir besoin des voix du parti de Poutine. Donc, il était le prisonnier le plus surveillé, il changeait de prison tous les mois. Donc, quel était l'intérêt de Poutine de le faire tuer, sincèrement? Poutine venait de faire une interview avec Tucker Carlson, vue presque par 1 milliard de personnes dans le monde. Il cumulait à 80%, il a été réélu à 87%. Vraiment, encore une fois, comme pour Nord Stream, à qui profite le crime? Et de quoi est-il mort et qui l'a tué, du coup? Ah bah c'est très simple, c'est très très simple. Comme sa mère et son avocat ont dit qu'il l'avait vu 15 jours avant et qu'il était en pleine forme, ben oui, il était en pleine forme comme les mères qui voient leur gamin de 17-18 ans partir jouer au foot et puis qui meurt d'un AVC au foot, parce que je rappelle que Navalny, quand il a été se faire soigner en Allemagne, il a fallu prendre l'avion. On était à une époque où il fallait recevoir une certaine piqûre avant de prendre l'avion, plutôt 2, plutôt 3, voilà. Et donc Navalny, dans le froid arctique, peut-être qu'il a fait un petit peu de footing, et puis il est rentré, il a fait un arrêt cardiaque. L'autopsie le prouve d'ailleurs avec les côtes qui ont été cassées après un massage cardiaque, comme ça arrive très souvent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un Ukrainien, c'est un journal ukrainien, pro-ukrainien, qui l'a reconnu. Et puis, il y a une personnalité ukrainienne qui l'a reconnu à l'Élysée lors d'une réunion. Et il y a un tweet en ukrainien, j'ai mis le tweet en ukrainien de la personne et la traduction française, bien sûr. Il est mort d'un AVC, il a un caillot de sang, comme beaucoup de jeunes qui ont reçu une certaine piqûre et qui meurent en faisant leur sport. Alors, dernière question, et on va passer avec nos amis au grand débat, enfin grand entretien, enfin grande conversation avec tous nos amis autour de la table. Ce qui se passe là actuellement entre Ukrainiens et Russes, quelles sont les conséquences pour nous Français? Pour nous Français, pour nous Européens, c'est catastrophique. Tu as vu, je t'avais envoyé une carte, l'Allemagne dépend à 66% du gaz russe. Nous, beaucoup moins, mais on dépendait quand même. On a vu les problèmes qu'il y avait avec tous nos boulangers, entre autres, les augmentations de factures d'électricité et tout. Et puis, encore une fois, qui profite le crime? Aux Américains qui n'arrivaient pas à placer leur gaz de schiste, parce que là, on avait nos écolos qui n'en voulaient pas, et puis aujourd'hui, on l'accepte, on le paye 3 à 4 fois plus cher que le gaz russe. Voilà, mais si on revient sur Nord Stream, quand même, je voudrais préciser un petit peu. Tu as un économiste américain très connu, Jeffrey David Sachs, qui est d'ailleurs un conseiller particulier de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a expliqué que c'était un acte de terrorisme international, et donc qu'il devrait y avoir une enquête internationale. Et ça a été refusé par les Nations Unies. Alors c'est très drôle parce que par contre, ils ont demandé une enquête internationale sur la mort de Navalny. Mais sur Nord Stream, non, ça ne les intéresse pas. Et tu as bien sûr, tout le monde a entendu parler de l'enquête de Seymour Hersh, ce journaliste américain qui est prix Pulitzer 70, et qui lui a expliqué comment ça s'est passé, parce qu'il a une source qui était vraiment très très proche. Donc il a expliqué que ça a été fait par d'abord, ça a été étudié dans la plus grande piscine au monde, en Amérique du Sud, comment ils pouvaient faire, et puis ça a été fait ensuite par des marins de la Navy et de l'armée norvégienne, parce que les Norvégiens sont les meilleurs au monde depuis des générations dans les plongées, et ils ont profité donc de Balt 22, parce que tous les ans, l'été, il y a l'OTAN qui fait justement dans la Baltique des sessions. Et donc, ils ont profité. Et alors, je le mets dans le livre aussi parce que c'est tout à fait incroyable. Mais la Navy, elle a mis sur le net ce qu'ils devaient faire. Donc, on peut télécharger le document. Et ils expliquent que donc, l'expérience, c'était de déposer des bombes. Et puis, une autre équipe allait les récupérer ou les faire sauter. Donc, ils ont profité pour passer inaperçus, bien sûr, pendant le Baltrop 22, de déposer les explosifs.
Et puis, ce qui était prévu, c'était qu'il les fasse exploser 3-4 jours après. Et puis bon, ils se sont aperçus quand même que là, ce serait peut-être un petit peu pas discret. Donc, ils ont demandé, ils ont changé au dernier moment pour laisser un dispositif que l'on pourrait faire sauter à distance. Et le 22 septembre, donc bien plus tard, c'est un avion de l'armée norvégienne qui est passé au-dessus, qui a lâché une bouée et qui a fait exploser une journée plus tard. Mais ce qui est très intéressant, par contre, c'est le document du professeur Hans Benjamin, qui est suisse. Alors c'est un physicien, j'ai mis son curriculum vitae, il prend une demi-page, donc c'est vraiment quelqu'un de sérieux, qui a fait des comparaisons avec des explosions des Nord-Coréens en mer, et il s'est aperçu que c'était très semblable. Il s'est aperçu qu'à 1500 km, il y avait eu des ondes sismiques, que dès le lendemain, la Pologne, elle avait des retombées nucléaires, et que 3 jours après, la Suisse avait des retombées nucléaires également. Et donc, il en a déduit que de toute façon, il met comment était fait ce gazoduc, l'épaisseur des tuyaux, enfin tout exactement. Et il dit que ce n'est pas du C4 qui pouvait le faire exploser, vu l'explosion qu'on a eue. Il s'est aperçu après que la mer, enfin l'océan, avait 5 degrés de plus sur 100 km carrés. Ça avait déclenché des courants et tout. Et donc, pour lui, c'est une mini-bombe nucléaire. Donc, il a prévenu les Nations Unies, il a prévenu la Cour nationale, il a prévenu les ambassades, toutes les ambassades, que ce soit russes, américaines, et personne n'a bougé parce que on s'aperçoit qu'on a intérêt à ne pas dire que les Américains ont déjà commencé une guerre nucléaire. Merci beaucoup, cher Jean-Michel. On va donner la parole à nos 3 amis autour de la table. Mais avant ça, l'information impertinente. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable. Merci à vous d'être si nombreux ce mardi soir. N'oubliez pas, rejoignez le club Géopolitique Profonde. Vous y retrouvez Claude Janvier, Gérard Chevrier, qui encore Général de Lavarde est parmi nous, Laurent Ozon, Franck Pemgam, et tellement d'autres, Jean-Michel Vernochet, voilà, bon, j'oublie plein de noms. Donc rejoignez notre club, cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours gratuits, et il ne faut pas avoir peur. Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé, on vous le donne. Allez-y, sur notre boutique géopolitiqueprofonde.com.